Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 14e épisode de Sapristi. Aujourd'hui, j'aimerais poser la question suivante. Entre le fit, la matière et le style, lequel de ces trois grands piliers de la SAP est le plus important? Alors, je te vois déjà faire le malin et me répondre « Bah moi, je choisis pas, je prends les trois ». Mais bien sûr que tu veux les trois. On veut tous les trois. Moi aussi, je veux les trois. Mais en pratique, la perfection recherchée n'est pas toujours à la portée de nos portefeuilles, ou n'est juste pas disponible. Et quand on hésite sur une pièce, on fait toujours peser ces trois éléments dans la balance. Mais si on devait en choisir qu'un seul, à placer au-dessus des deux autres, ce serait lequel? Eh ben, je te propose qu'on voit ça. Allez, c'est parti. Est-ce que le fit est roi? Fit is king est une maxime que j'ai pu lire pas mal de fois sur les blogs anglophones. Mais est-ce que c'est vrai? Bon, déjà, pour commencer, quand tu atteins un certain niveau, on parle souvent de fit pas seulement pour la morphologie, mais aussi pour donner un style, jouer sur les volumes et créer une silhouette, qui peut varier du tout au tout et dont les coupes ne dépendent pas que de ton physique, mais aussi des interactions entre chaque vêtement. Mais ça, je pense que c'est une autre vidéo à part entière, parce que c'est encore une autre approche. Nous, aujourd'hui, on va juste s'attarder sur le fit dans son rôle d'harmonisation avec le corps de son porteur. Et tu verras que tout le monde n'y accorde pas la même importance. Par exemple, notre cher Benoît me traite souvent de fit anxious pour me chambrer parce que j'essaie d'être précis sur les coupes, notamment sur les pantalons où il m'arrive de chipoter au demi-centimètre près. Mais ce que j'essaie d'expliquer à Benoît depuis un bail, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant l'importance du fit. Je vais m'expliquer, tu as sans doute en tête des gens dont on dit que tout leur va. Évidemment, je te renvoie sur l'effet de halo dont je parlais sur l'épisode 6 sur le charisme et sur les biais que les gens peuvent avoir envers une belle gueule ou un type bien photographié. Mais au-delà de ça, l'idée que certains ont des physiques tellement faciles à habiller que le fit ne devient presque plus un problème pour eux, c'est pas si absurde que ça. Tu vois, les physiques faciles à habiller sont dits faciles parce que la plupart des vêtements ne mettront en avant aucune forme de dissonance ou de disharmonie sur leur corps. En fait, c'est ce qu'on appelle un physique de mannequin. Mais attention, quand je dis physique de mannequin, ne t'imagine pas que ça veut nécessairement dire ça, ou encore ça, ou même ça. En fait, un bon physique de mannequin en vêtements, ça peut même être quelqu'un avec un petit peu de gras sur le ventre et des bras un peu mous. C'est pas du tout une histoire d'être gaulé, tu pourrais avoir un corps dont tu es très fier sur la plage en short de bain, mais être super difficile à habiller. Parce que ça se joue beaucoup plus sur des questions d'ossature, de ses proportions et de posture que sur le fait d'avoir un six-pack ou des bras musclés. À vrai dire, même être très grand n'est pas indispensable. C'est obligatoire bien sûr pour les mannequins qui défilent sur les podiums, mais on peut être très facile à habiller en étant à peu près dans la moyenne en taille ou légèrement au-dessus. La base d'un physique de mannequin, c'est tout simplement quelqu'un qui représente au plus près la moyenne de comment sont coupés les vêtements en prêt-à-porter à sa taille. C'est avant tout un physique ultra standard, posture classique, ni en avant ni en arrière, jambes un peu plus longues que le buste, épaules, poitrine et ventre qui se correspondent sur une même taille de chemise, tour de taille un peu plus marqué que celui de la poitrine, bassin pas trop large, bras ni longs ni courts, pieds pas trop grands et pas trop petits par rapport au reste. Quelqu'un qui aurait ce physique-là, en théorie, que tu lui fasses porter du large, du loose, du taper, du skinny, du slim, ce que tu veux, il devrait avoir aucun problème de fit. Je ne dis pas que tu vas forcément aimer le résultat s'il enfile n'importe quoi, attention. Je dis juste que peu importe la coupe, aucune partie de sa morphologie ne ressortira de façon exagérée ou grotesque, ou à l'inverse, aucune ne semblera noyée par le reste. Du coup, si je reprends l'exemple de Benoît, il fait autour d'1m80 et selon les périodes de sa vie, il a fait soit un M en épaule-poitrine, tour de taille et pantalon, soit à peu près un L partout. Et il a des jambes assez longilignes. Quelqu'un comme lui peut se permettre de rentrer dans une boutique de prêt-à-porter, choisir un vêtement qui est à sa taille standard, ne même pas l'essayer et avoir de bonnes chances en rentrant chez lui que tout aille bien et que s'il y a un petit problème, genre un peu petit, un peu large par endroit, ce soit pas un drame. Alors forcément, quand avec mes épaules de M, ma poitrine de L, ma taille de S, mes fesses de M, mes cuisses de L et mon 1m72, on lui dit moi je fais faire tous mes pantalons sur mesure, il comprend pas. Tu ne comprendras jamais ma souffrance, Benoît. Bon, du coup, revenons à nos moutons mérinos. Est-ce qu'on peut dire que le fit, c'est plus important que la matière ou le style? Comme tu le devines sans doute, ça dépend grandement de ta morphologie. Plus tu t'écartes d'un physique standard, et plus c'est le cas. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart des amateurs de SAP qui ont un surpoids assez important finissent par s'orienter vers le sarto et éventuellement la mesure. C'est peut-être moins dans l'air du temps, mais c'est le seul style qui est comme idée centrale à sa conception,
de devoir être adapté à la morphologie de son porteur. Est-ce la matière qui pèse le plus lourd dans la balance? Je vais vous raconter une petite histoire que l'on m'a moi-même rapportée. Gilles Masson, le fondateur d'Atelier Mesure, a eu la chance dans sa jeunesse de s'être fait ami avec Sergio Loro Piana, le feu co-dirigeant de la prestigieuse entreprise textile. Il l'avait rencontré dans un splendide salon textile de Biella, alors qu'il cherchait à développer des tissus pour sa propre marque de costumes. Et un jour, Sergio proposa à Gilles un tissu magnifique, mais Gilles craint qu'il ne soit trop cher et qu'il ne doive baisser le niveau de fabrication pour pouvoir le proposer au prix de sa marque. Et là, Sergio lui répondit « Mais on s'en fout de la construction, ce qui compte le plus, Gilles, c'est les tissus !» Alors évidemment, ce n'était pas le co-dirigeant d'une des plus grosses filatures textiles de luxe au monde qui allait dire le contraire. Mais on va voir quand même s'il n'y a pas des arguments pour donner raison à Sergio. D'abord, un argument auquel on ne pense pas forcément, la matière affecte le tombé. Une coupe parfaite dans une matière un peu bof peut possiblement donner un moins bon rendu visuel qu'une coupe bof avec un tissu formidable. Pour t'en convaincre, passe un jour essayer un pantalon en laine Super 130 chez une belle marque de sarto, et ensuite essaie une coupe similaire chez une marque bien cheap. Tu verras, c'est difficile à expliquer avec des mots ou une photo, mais c'est comme si le tissu faisait une partie du travail à ta place. Même combat quand il s'agit de comparer un jean dans une super toile Jap et un jean dans une toile bas de gamme en coton lambda, ou pire avec du synthétique pour éviter le délavage. Et encore pareil quand tu compares un beau manteau à un manteau en laine un peu cheap dont la matière mollassonne, marque de tristes plis au bout de 10 jours qui ne partiront jamais. Deuxième argument en faveur de la matière, la durabilité. Bon, celui-là, il est un peu contesté parce que c'est très vrai dans certains cas et moins dans d'autres. Il y a des matières cheap et très moches en synthétique qui dureront plus longtemps que des matières précieuses de grande qualité mais assez fragiles, comme un pull en synthé vs un pull en cachemire. Et entre deux cotons de chemise par exemple, ou deux t-shirts qui sont du même poids, il n'y aura pas une énorme différence. Mais le troisième et plus grand argument en faveur de la matière, c'est... putain, mais c'est que c'est plus beau quoi. Bah, sérieusement, c'est quand même le truc dans lequel le vêtement est fait. Comme disait mon père, le secret qui fait qu'une cuisine italienne est à la fois simple et délicieuse, c'est qu'on met des bons ingrédients. Tu peux pas faire de l'or avec du plomb. Donc n'importe quel basique tout simple dont on remplace la matière classique par un truc un peu plus travaillé devient un atout majeur de ta garde-robe. C'est sans doute à la fois un des leviers les plus forts et les plus faciles à mettre en place pour améliorer tes looks. Il n'y a aucun risque ou presque à utiliser des matières un peu plus travaillées, alors que si tu te mets à jouer sur de nouvelles coupes ou de nouveaux styles, là il y a quand même un petit risque. D'ailleurs, le premier conseil que je donne à un débutant qui a à peu près les bases, c'est d'aller explorer du côté des textures, des mélanges de matières, des différents tissages, points de tricot, etc. Perso, pendant mes premières années de passion pour la sape, c'était franchement mon focus principal. Le reste m'intéressait même un peu moins. Après, on peut quand même citer un gros inconvénient à se reposer entièrement sur des belles matières, c'est que ça finit par coûter quand même bien cher. Trouver un truc avec du style un peu bien coupé, mais qui fasse des compromis sur la matière et qui soit pas trop cher, ça se fait. Par contre, trouver une veste en laine lin soie pour l'été, c'est sûr qu'il n'y a aucun autre tissu qui y ressemble. Mais même chez Sud Supply fait en Chine, ça coûte 400 € et c'est le prix le plus bas. C'est plus souvent près de 600. Du coup, après avoir vu la coupe et la matière, place au dernier pilier. Est-ce le style qui prévaut? Alors, pour être clair, quand je vais parler de style ici, je parle de tout ce qui touche au design d'une pièce et à ses détails. Mais ça, c'est d'un point de vue pratique. Et tu sais que moi j'aime bien quand on parle d'un point de vue théorique. Donc d'un point de vue théorique, quand on parle du style d'un vêtement, on parle aussi du genre et du registre d'une pièce, et des tenues qu'on fait avec. Un peu comme en littérature, en cinéma ou en musique. Et on ne dirait pas comme ça, mais c'est des notions assez importantes à comprendre, même si tu vas voir qu'on les comprend tous plus ou moins consciemment. Je vais prendre la littérature pour faire mon parallèle. Le genre littéraire, c'est le type d'œuvre. Ça peut être un roman, une comédie, une fable, et puis il y a les sous-genres, par exemple roman de science-fiction, roman policier. Bon en sape c'est pareil, c'est vraiment la catégorie, c'est comment tu désignes un vêtement de façon descriptive pour le classer objectivement. Est-ce que c'est de l'outerwear ou une chaussure? Et en sous-genre, est-ce que c'est un trench ou une parka, une sneaker ou une bottine? Tu vois l'idée. Ça c'est le genre et le sous-genre d'un vêtement. Et évidemment, à moins d'être un hybride ou un cas exceptionnel, en général, un vêtement n'appartient qu'à un sous-genre spécifique. Un peu comme une œuvre littéraire en fait. Jusque-là, rien de compliqué pour le genre, c'est juste un classement. Mais par contre, pour le registre, c'est un peu une autre paire de manches. Le registre en littérature, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoque des effets particuliers,
intellectuelle ou émotionnelle sur son lecteur ou spectateur. Tu vois, en littérature, on te parle de registres tragiques, épiques, ironiques, fantastiques. En vêtements, je dirais qu'on parle de registres habillés, élégants, militaires, baroudeurs, rock, bohème, street, riche, pauvre, bobo, tradi, rebelle, timide, viril, féminin. Bref, toutes ces dizaines d'adjectifs que tu utilises pour décrire ce qu'un vêtement t'évoque, que ce soit sur le plan sociétal, émotionnel ou culturel. Et bien sûr, comme en littérature, un certain genre peut être associé plus fréquemment à un certain registre. Oui, le jogging pourrait appartenir au genre pantalon de survêtement de sport, mais on ne peut pas ignorer qu'il transporte souvent d'autres registres. Culture hip-hop, streetwear, sportswear, et donc toutes les images et connotations auxquelles il est associé. Du coup, développer son style, c'est créer son petit monde avec ses influences, ses mélanges de registres, ses petites idées, ses émotions, ses connotations. Tout ça, j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans divers épisodes tels que celui sur l'originalité ou encore celui sur les super pouvoirs du vêtement. Mais justement, si je me suis amusé à te faire ce parallèle avec la littérature ou d'autres œuvres culturelles, c'était en fait pour te montrer qu'avec le vêtement, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une limite à la comparaison. Parce que dans les grandes lignes, les gens arrivent à se mettre plus ou moins d'accord sur le message d'une œuvre, ce qu'elle est censée t'évoquer et te faire ressentir. Par contre, pour le vêtement, c'est un peu moins le cas. Ça varie énormément en fonction du pays, de la culture, du milieu social, même d'un individu à l'autre. Tout le monde n'est pas d'accord sur le message que porte un vêtement, et pourtant tout le monde a l'air de partir du principe qu'il est évident. Sans doute parce qu'on n'a pas des cours de style vestimentaire dès le collège pour nous mettre tous d'accord. Et en plus, la grande différence entre un vêtement et un livre ou un film, c'est que le vêtement, tu le portes tout le temps, quoi. Donc non seulement personne n'arrive à se mettre parfaitement d'accord sur les connotations, mais en plus le registre d'un vêtement est constamment visible sur son porteur, alors que personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire. Et du coup, c'est ce qui rend la plupart des débats sur le style entre deux individus qui ne se comprennent pas complètement inutiles. Alors comme ça, on s'amuse à porter des costumes croisés, hein? Pour qui tu te prends? Tu veux montrer ton argent? Tu veux te vieillir, hein? C'est ça? C'est quoi l'idée? Non, j'en juge. En fait, j'aime bien, je trouve ça joli. Récemment, j'ai vu un film et ça m'a donné envie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, dégage! Alors comme ça, on veut porter un perfecto. Tu te prends pour un bad boy? Elle est où ta moto? Donc, pour revenir à notre question de départ, au vu de la relativité du style et de ses perceptions comme on vient de le voir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de toujours mettre le paquet sur le style et le design des pièces? Le style, c'est ce qui trouve à la fois le plus d'écho personnel en nous et ce qui a le potentiel d'amener le plus de jugement extérieur. Et en plus, même avec toute la bonne volonté du monde, tu aurais bien du mal à tout prévoir et à tout contrôler concernant les réactions ou les idées que pourrait renvoyer ton style à chaque personne que tu rencontres. Donc c'est à toi d'en juger. C'est sûr que si ton but c'est de créer un style fort, particulier, singulier et original, alors là oui, le style passera devant tout le reste. Mais être stylé, ce n'est pas toujours être bien habillé aux yeux des autres. Et tu vois, je connais quand même quelques passionnés qui, quand ils étaient plus jeunes, avaient des styles très forts qui monopolisaient l'attention et qui, avec l'âge, finalement, ont choisi de s'orienter vers des trucs un peu plus calmes, un peu plus simples, mais en se faisant plaisir sur la qualité et les couleurs. Chacun ses priorités. Conclusion! Bon, si tu connais Sapristi, tu savais déjà que j'allais pas te donner une réponse bien tranchée, bien arrêtée. Moi, je suis là pour te donner des arguments et t'aider à te faire ton propre avis, pas pour trancher à ta place. Cet épisode est maintenant terminé, lâche un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et surtout, en commentaire, dis-nous si, pour toi, le plus important, c'est le fit, la matière ou le style. Allez, ciao ciao! Alors comme ça, on refuse de s'abonner, hein? Tu te prends pour qui? T'es un anticonformiste, c'est ça? T'es trop occupé pour voir nos vidéos? Allez là, abonne-toi!